Bonjour Adèle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Health Tech in Progress, le podcast qui fait découvrir les aventuriers qui vont construire la santé de demain. Et peut-être justement une grosse question directement pour commencer, je t'avais pas prévenu avant le podcast, donc je sais pas si tu es prêt pour cette question-là, mais est-ce que tu as un aventurier préféré, un explorateur, quelque chose comme ça qui peut te motiver un petit peu, qui peut t'inspirer dans ton parcours entrepreneurial? Alors c'est une très bonne question. Déjà bonjour Mariadec, merci beaucoup pour l'invitation. Alors non, je n'ai pas préparé la réponse à cette question, du coup je vais essayer de meubler le temps de réfléchir. Euh, alors très bonne question. T'as pas des exemples histoire que t'as Bah des si, exemples? complètement. On va sur le podcast, on m'a sorti évidemment des Christophe Colomb, Mike Horn, soit des grands explorateurs historiques, même des fois plutôt des personnages qui peuvent inspirer, donc pas forcément des aventuriers au sens propre du terme, mais ça peut être quelqu'un même proche de toi qui t'inspire, quelque chose comme ça. Alors c'est une bonne question. J'ai pas de personnage comme ça qui me viennent à l'esprit. En fait, peut-être de manière très classique Christophe Colomb, mais dans l'idée. En fait, il y a deux choses qui m'inspirent sur ce personnage-là. C'est le fait de d'avoir mené son expédition alors que tout le monde pensait ça allait rien donner. Le côté je vais le faire malgré l'avis prépondérant de c'est impossible de faire. Je trouve ça hyper courageux et hyper difficile à faire en vraie vie. Et le deuxième élément, c'est l'abnégation en fait. C'est l'histoire de Christophe Colomb, elle est assez impressionnante. Et ce côté résilience et courage, c'est vraiment les deux. Donc je réponds pas avec un personnage, mais je réponds avec qu'est-ce qui m'inspire. Bah, c'est encore mieux, justement, on rentre dans le détail. Je sais qu'actuellement, là, je suis pas mal sur Elon Musk et tout ce qu'il peut faire. Voilà, c'est un monstre d'entrepreneuriat, c'est encore à un niveau supérieur. Et maintenant, on y arrive. Une fois que tu as présenté ton aventurier, est-ce que tu peux te présenter toi, présenter ton parcours, justement, et puis on va rentrer petit à petit, on va arriver petit à petit à Capcode. Yes, avec plaisir. Donc je m'appelle Adam Barki, je suis un des trois cofondateurs de la startup Capcode, qui est spécialisée dans l'extraction de données de vie réelle issues des réseaux sociaux. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Alors moi j'ai un parcours assez particulier, c'est que j'ai commencé en maths info, après je me suis réorienté en école de commerce, et puis le côté tech et technique me manquait un peu, donc je suis repassé en école d'ingénieur. Ok, Donc je suis un comme on en rigolait la dernière fois, je fais partie des rares profils en France plutôt école de commerce et qui va vers une école d'ingénieur. Et je me suis spécialisé en management de l'innovation et management industriel au sens large. Et donc la première expérience, bien sûr, naturellement, j'ai un bac S comme l'écrasante majorité des gens qui sont dans le sciences de la vie, mais ma première expérience, elle était dans l'industrie télécom. ok, d'accord, complètement à côté. Absolument rien à voir. Alors j'étais en marketing R&D, ce qui était plutôt pas mal parce que ça permettait d'avoir des produits finis pour des clients, mais en même temps en intégrant by design la R&D. C'est un peu le fonctionnement startup que j'ai connu dans un grand groupe. Depuis, Gemalto a été racheté par Thales, donc c'est un encore plus grand groupe, mais c'était une expérience assez intéressante parce que je travaillais sur le déploiement de la 4G D'accord. et comment développer des services autour de ce nouveau déploiement. Donc toutes les apps des opérateurs téléphoniques, tous les usages qui ont été un peu amenés par la 4G. Donc là, on s'en rend plus compte parce que c'est assez naturel, mais à l'époque, c'était très innovant. Et puis, je suis arrivé au sein de l'équipe de Capa Santé, donc la CRO, la Contract Research Organization, qui travaille principalement sur les études épidémiologiques post-mise sur le marché des traitements D'accord. pour les autorités, pour les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, moi, je suis un peu arrivé pour gérer la mise sur le marché du produit Detect et la structuration de l'équipe R&D dans un deuxième temps. Et donc, en fait, on a développé plusieurs prototypes, plusieurs produits au sein de Capa Santé. Et puis en fin 2016, début 2017, en fait, on a récupéré tous les projets innovants qu'on avait au sein de Capa Santé, au sein de la structure Capcode, qui s'est individualisée et qui aujourd'hui a un peu plus d'une vingtaine d'employés, qui porte aujourd'hui l'ensemble des projets et notamment l'analyse des réseaux sociaux dont on va discuter plus en détail. Ok, d'accord. Bah, c'est aussi, j'ai reçu des questions à poser parce que le fait d'avoir des spin-offs de grosses boîtes comme ça, je me pose toujours la question de comment ça fonctionne un petit peu. Il y a toujours un peu le détail un peu secret, on va dire, de comment on
comment on contractualise justement le partenariat entre la boîte mère et la startup. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est simple? Est-ce que tu as 100% des parts de la startup? Est-ce que Alors non. Alors déjà non. Non, non, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Alors, je dis absolument pas que c'est le modèle global de l'ensemble des spin-offs, mais déjà, en fait, les cofondateurs qui sont sur CapCode sont les fondateurs de Capa Santé. Donc en D'accord. fait, on travaille tous ensemble au sein du groupe. Donc en fait, ça c'est vraiment en fait une structuration juridique qui nous a permis d'externaliser cette activité, parce que globalement, en fait, en termes de stratégie d'entreprise, les deux activités ont des ponts très importants parce que on compare souvent des résultats qu'on peut avoir issus des réseaux sociaux à des études épidémiologiques, ou alors ça peut apporter l'un ou l'autre des informations un peu complémentaires. Mais la scission s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que en fait, on est arrivé à un moment dans l'histoire de l'entreprise où on avait un besoin de financement externe, donc de lancer une levée de fonds. Et c'était beaucoup plus simple dans la structuration du discours et avec les fonds d'investissement d'avoir une activité distincte et donc des comptes distincts, des ressources humaines distinctes, etc. C'était beaucoup plus lisible en fait en termes d'investissement. Et de toute façon, c'était un enjeu qu'on voulait amener. L'objectif n'était pas dès le début, en fait, c'était de créer une activité from scratch et donc forcément d'avoir une entreprise, une entité légale qui reprend cette activité-là. Peut-être justement, tu viens de dire que les cofondateurs de Capcode étaient justement chez Capa Oui, c'est Santé. les fondateurs de Cap1, oui. Ok, d'accord. Et donc, toi, par contre, tu étais pas du tout fondateur de Capa Santé. Non, Ah, pas du d'accord. tout. En fait, non, non. En fait, pour être transparent avec toi, j'ai découvert toute l'épidémiologie et toutes les méthodologies statistiques à travers Capa Santé. Donc, pour quelqu'un, alors même si j'adore apprendre, arriver dans un domaine aussi complexe et aussi technique, ça a été un vrai challenge au début. Et en fait, c'est par rapport à tous nos travaux qu'on a menés qu'on est arrivé à la structuration du capital autour de ces trois personnes-là. Mais non, j'étais absolument pas. En fait, j'ai porté l'activité avec mes associés et c'est ce qui a amené que je sois rentré au capital de cette nouvelle structure. Mais c'était pas du tout initialement. D'accord, ok. Quand je suis arrivé à Capa Santé, c'était pas un objectif. En tout cas, je n'imaginais même pas qu'on y arriverait D'accord, à ce niveau-là. c'est une question que j'allais te poser, c'était de savoir justement pourquoi tu as été propulsé CEO, toi, par rapport à d'autres. C'était par rapport au poste que tu occupais chez Capa Santé qui t'a permis de. Déjà, premier élément, je suis directeur général, ce qui est différent. Ok, d'accord. pour des raisons sociologiques, soyons clairs. Non, non, plus sérieusement, en fait, disons que déjà l'avantage que j'ai eu, on va dire, c'est d'avoir le double profil. Donc j'ai autant les capacités business d'un côté que les capacités de compréhension technique et des enjeux technologiques derrière. Ça m'a permis en fait à la fois de pouvoir avoir ces deux dimensions et donc d'avoir un échange avec les équipes de manière transverse. Ça, c'est un élément important. Les personnes avec qui on a construit tous les projets ont été de véritables moteurs parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé notamment avec une personne qui avait une expertise plutôt marketing, une personne qui avait une expertise plutôt ingénierie, data, et une personne qui avait plutôt un profil data science. Et en fait, j'adore résumer en fait cette expérience-là comme l'accomplissement en fait d'un travail collaboratif. Globalement, en fait, j'ai tout appris grâce à ces personnes-là. J'ai mieux appréhendé les sujets grâce à ces personnes-là. Et en fait, assez rapidement, j'ai pris la responsabilité de l'équipe. C'est ce qui a fait que dans mon évolution, on va dire naturelle, dans la structuration de l'activité, j'ai repris la direction générale, adjoint dans un premier temps, et puis directeur général. Je sais plus en quelle année, mais ça fait 2-3 ans à peu près. Et quand tu t'es lancé dans cette aventure, est-ce que tu as eu peut-être cette appréhension de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ou c'était quand même quelque chose qui coulait de source, c'était finalement la suite logique du parcours? Alors en fait, je vais dire oui et non. C'est-à-dire que j'adore répondre par oui et non, hein, juste pour info. Mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que initialement, quand je suis arrivé à Capa Santé, je suis un technophile. Enfin, je suis un peu geek sur les bords, et donc du coup, j'étais beaucoup plus attiré par la partie tech que par la partie métier. Et en fait, j'étais beaucoup plus, on va dire, motivé par la découverte de ce domaine-là qu'est l'IA, les big data. En plus, les réseaux sociaux, étant un gros utilisateur des réseaux sociaux, ça me paraissait, enfin, hyper passionnant. Et en fait, quand on m'a proposé, quand on en a discuté pour prendre la direction générale, pour être transparent, oui, j'avais cette volonté-là et ça me paraissait être une évolution naturelle.
Mais maintenant, avec quelques années de recul, j'étais absolument pas conscient de ce que ça pouvait impliquer. Et c'est ce que j'aime aussi dans notre métier, c'est qu'on a beau se projeter, etc. L'évolution étant très dépendant de l'environnement, de l'écosystème, etc. En fait, j'ai globalement mieux compris le rôle que c'était d'être dans la direction générale à travers cette expérience-là. Donc je dirais oui, je me suis projeté dans ça, mais pas assez, je pense. Avec du recul maintenant, j'entrevois des choses que j'avais pas du tout anticipées. C'est drôle que tu abordes ce sujet-là, parce que c'est vraiment exactement la question suivante que j'allais te poser. Donc je peux quand même te la poser, c'est justement de savoir quelle était ta vision avant de te lancer. Comment tu te projetais? Donc comme tu dis, tu n'avais pas anticipé ce que ça allait être, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle vision tu en avais. Quelle Bah, tu vision vois, avait le typiquement, Adèle qui se lançait, quoi. je vais essayer de donner un exemple très concret, mais j'ai toujours essayé de faire en sorte avec notre CEO de communiquer beaucoup autour de l'activité, notamment en externe, donc de faire les sessions de pitch, de présenter les enjeux métiers, les enjeux tech qu'on peut adresser. Et ça, c'est une partie que j'apprécie particulièrement parce que ça permet à la fois de sensibiliser aux usages et aussi de créer une certaine empathie. Je trouve que c'est hyper important, surtout sur des sujets technologiques comme ça, de pas rester sur la froideur technologique, mais d'amener plus de l'humain, etc. Et le côté échange et le côté représentation des projets, ça m'intéressait beaucoup. Et donc pour moi, enfin en tout cas à l'époque, le directeur général était vraiment fortement mis en avant sur ces éléments-là et avait et donc c'est top, et c'était le cas, et c'est toujours le cas, et c'est un élément parmi tant d'autres aujourd'hui que j'apprécie énormément dans ce travail-là. Mais par exemple, typiquement, je n'anticipais pas l'ensemble des parties plutôt financières, les parties plutôt comptabilité. Là, pour être transparent avec toi, j'ai fait une école de commerce, mais c'est absolument pas mon expertise initiale. Bon, j'ai dû m'y mettre, hein, mais typiquement, on est accompagné, on a une responsable administrative et financière qui nous a permis de structurer cette activité-là, et donc je suis absolument pas seul sur ces sujets. Mais typiquement, c'est des questionnements, en tout cas des choses que j'avais pas forcément anticipées, en me disant bah très bien, de toute façon, c'est géré, on a l'habitude de gérer. Mais en fait, quand tu es dans la direction générale, tu as des visions que tu dois avoir en termes de trésorerie, en termes de possibilités d'investissement, essayer de programmer à moyen long terme, des choses que je n'avais pas forcément anticipées, mais qui sont dans le scope en fait de ce qu'on peut faire à la direction générale. D'accord. Très intéressant aussi que tu abordes justement le côté humain, et là tu mets le point, c'est un sujet que j'ai jamais abordé. C'est vrai, j'ai eu une espèce d'épiphanie quand tu me l'as dit. Quand tu vois les boîtes santé, c'est froid, c'est très froid, quoi. Il y a pas de, il y a pas de, il y a rarement, on va dire, un humain qui sort du lot, qui montre une vision. J'ai peut-être un exemple avec Invivox, avec Julien Delpech, qui a un super charisme, qui raconte vraiment qu'un storytelling qui est hyper bien raconté. Je l'ai vu sur le podcast, mais c'est très rare en effet d'avoir quelqu'un. Et comment tu peux l'expliquer justement ça? Est-ce que ça vient plutôt du background? Désolé, je fais une réponse question, mais est-ce que ça Non, vient non, non. peut-être du background scientifique, donc du coup c'est des gens qui sont pas habitués à communiquer? Est-ce que ça vient du fait, parce que je l'ai eu aussi, des gens qui ont tout simplement peur de communiquer, parce qu'ils ont peur de dire des conneries, et donc peur de se faire taper dessus par des investisseurs, par des trucs réglementaires, etc. Comment tu expliques cette froideur dans la santé? En fait, je pense qu'il enfin, de mon point de vue, encore une fois, et qui n'inclut que mon point de vue, donc je suis responsable de mon point de vue, hein, comme on adore mettre sur les bio Twitter, mais non, mais en fait, je pense que c'est un mélange d'un peu tout. C'est-à-dire qu'il y a un type de profil très scientifique, très médical, qui vont avoir une appétence très limitée à la communication. Or, la communication scientifique, qui est un enjeu majeur pour ce type de profil, du coup, ça a moins d'impact en termes de communication humain, enfin communication patient ou autre, parce qu'on s'y intéresse très peu. Ça, c'est vraiment. Alors, je dis ça tout en sachant que moi, je vois en tout cas aujourd'hui la structuration des associés, des organisations de gouvernance dans les startups, c'est de plus en plus pluridisciplinaire. Très souvent, avant, c'était soit un ingé, soit un médecin, enfin un médecin ou un professionnel de santé au sens large, qui va prendre en compte, qui va monter cette entreprise et qui va développer l'activité. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, la structuration de la gouvernance est plutôt pluridisciplinaire avec potentiellement un profil plus business, un profil plus ingé, en tout cas plus techno. Et donc en fait, disons que le profil du CEO en fonction de sa gouvernance et des associés qu'il peut avoir autour va avoir un impact. Il y a un deuxième élément, c'est ce que tu disais, c'est la peur de communiquer.
Alors pour plein de raisons. C'est si je communique, je peux faire une erreur. Si je communique, je peux aussi dévoiler plein de choses sur ma R&D. Mais en même temps, je veux publier. En même temps, je veux avoir un brevet, donc je peux pas non plus tout dévoiler parce que sinon, ça remet à mal la brevetabilité. Donc il y a aussi cette notion de à quel niveau je peux communiquer sans me mettre en danger par rapport à l'environnement, par rapport à la concurrence. Et puis il y a un troisième sujet, et ça, enfin, je sais pas comment le dire de manière politiquement correcte, mais je vais le dire de manière T'inquiète pas, je pense que pas nos auditeurs, politiquement correcte, mais ils sont avertis. en fait, Donc. on est beaucoup drivé par l'investissement. Et aujourd'hui, l'investissement, il est pas tant sur l'usage ou sur, enfin, encore une fois, sans être critique envers les fonds d'investissement, j'ai absolument aucun sujet avec eux, mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de deep tech, d'IA, de blockchain, alors que en santé, on est plus sur, enfin, en tout cas, je pense que c'est le cas de l'ensemble des entreprises, mais encore plus en santé, on est beaucoup plus drivé par l'usage. Et donc aujourd'hui, pour rentrer un peu dans les cases et pour correspondre un peu au profil type de startup, beaucoup de startups très souvent vont mettre l'accent, alors souvent en amorçage et ça évolue dans le temps, mais beaucoup vont mettre en avant la technologie, la tech, le fait que c'est de l'IA, le fait que c'est de la blockchain, le fait que c'est etc., etc. Ce qui fait que on va avoir une appétence, enfin en tout cas médiatique en termes de communication, etc. par rapport à la technologie. Ce qui fait que du coup, la com marche parce qu'on a des retombées presse, parce qu'on est en début de visibilité, la marque commence à être mise en place, et donc il n'y a pas forcément de besoin particulier de mettre l'humain. En tout cas, ça dépend du degré de maturité des startups, mais c'est un vrai sujet. Or, en fait, quand on regarde l'ensemble des startups santé, on a tous un point commun d'une manière ou d'une autre, c'est qu'on a l'humain et l'usage envers l'humain qui est au centre. Que ça soit les professionnels de santé, les patients, les aidants, peu importe. Et c'est vrai que en fait, il y a un vrai besoin d'humaniser et de sortir en fait de. J'adore donner l'exemple d'Apple par exemple. Alors ils ont leur keynote où ils mettent en avant leur partie technologique, etc. Mais quand tu regardes n'importe quelle pub de n'importe quel produit Apple, on parle jamais du produit en lui-même. On le met en scène, mais on parle surtout de l'expérience humaine qu'il y a derrière. Et tu prends Ouais, Google, complètement. tu prends Facebook, peu importe, tous les grands acteurs de la tech sont arrivés à ce constat-là et mettent on place une communication comme ça. Après, c'est coûteux, ça demande du temps, etc. Donc tout le monde ne peut pas faire ça, et nous les premiers. Hein, mais en tout cas, ça montre bien que la réalité, c'est que au-delà de l'amorçage, et on a montré nos capabilities, etc. Ce qui va faire la différence, c'est notre capacité à intégrer l'humain dans notre communication par rapport aux usages qu'on propose aux professionnels de santé, aux patients, aux aidants. D'accord. Et justement, l'un des piliers peut-être sur lequel on pourrait agir, c'est justement cette peur de communiquer. Est-ce qu'on peut agir dessus ou est-ce que c'est illusoire de le faire dans la santé? Parce que voilà, tout à l'heure je parlais par exemple de Elon Musk. On sait qu'aujourd'hui qu'il est en train il développe SpaceX au grand jour. Il y a des webcams en temps réel qui sont en train, qui captent en permanence ce qu'il est en train de construire sous ses fusées, sur sa nouvelle pince Megazilla, etc. Tout le monde voit ce qu'il fait en direct. C'est comme s'il n'avait pas peur, il disait regardez, on est tellement en avance que vous pouvez regarder ce qu'on fait, dans tous les cas, vous n'arrivez pas à nous copier. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose à aller prendre de ce côté-là, ou est-ce que en santé, il faut quand même garder l'info pour soi, il faut quand même faire attention. Non, non, en fait, je pense que alors le problème avec, enfin avec l'exemple d'Elon Musk, c'est que avec la capacité d'investissement, la marque Elon Musk, la marque qui développe et on va dire l'expertise, c'est beaucoup plus simple quand on est leader d'un marché qu'on crée de se positionner avec une transparence à ce stade. C'est-à-dire que oui, quand on est Elon Musk, c'est très facile de mettre des webcams et de se dire de toute façon, même si on me copie, c'est moi Elon Musk, donc d'une manière ou d'une autre, je vais faire la différence sur l'exécution ou sur la communication, sur le marketing, enfin, d'un angle ou un autre. Donc je dirais que c'est assez facile pour des gens comme Elon Musk. Après, si on revient dans le commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi, en fait, la réalité, c'est que on a déjà, moi, de ce que je comprends, en tout cas des différentes formations qu'on a pu avoir sur ce sujet-là, il y a un effet très culturel. C'est-à-dire que je compare en fait aux États-Unis, quand tu as une idée, la première chose qu'on te demande de faire, c'est de pouvoir l'éprouver auprès de ton entourage, l'éprouver envers les cibles, l'éprouver. Et ça, c'est une guideline qui est on va dire, très importante aux États-Unis en termes de mindset. Quand tu regardes en France, le premier réflexe qu'on te donne, c'est surtout n'en parle pas parce qu'on peut te la voler cette idée, etc. Or, à mon humble avis, de toute façon, une idée n'est pas brevetable, et donc en fait, l'intérêt d'une idée, c'est ton exécution derrière et c'est ta capacité à rendre le service que tu avais imaginé, que tu avais en tête. Et donc au final, le risque d'un point de vue propriété intellectuelle, etc., il est assez limité. Je dis ça
tout en sachant que c'est pas tout à fait vrai sur l'ensemble. Tu vois, je prends l'exemple des biotech. Là, pour le coup, C'est un peu plus difficile d'avoir une webcam, par exemple, qui montre tout ce que tu fais dans quelle ton labo, quoi. combinaison tu fais dans ton labo, etc. Mais voilà, il y a un juste milieu entre je communique trop et je communique pas assez. Je pense qu'il y a l'enjeu culturel qui rentre dedans, mais à mon avis, on a aussi besoin, on va dire, comment dire, de sensibiliser en fait les entrepreneurs sur ce point-là, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que là, oui, on prend des risques en termes de brevetabilité, on prend des risques, mais après tout est une question de maîtrise des risques et de minimisation des risques. Après, entre le risque zéro, enfin voilà, c'est une question d'équilibre, mais à mon avis, on a des leviers en France pour améliorer ça, mais notamment sur la sensibilisation. Ok. Ce sujet, justement, il peut faire. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'allais dire en fait typiquement dans les interventions que je fais auprès des universités de pharma ou dans le DU qu'on coporte avec Paris-Saclay, c'est un des premiers éléments que je demande dans le cours. C'est si vous avez une idée que vous considérez révolutionnaire, est-ce que vous allez en parler, oui, non. Ok. Et tu vois qu'en fait, tu as une proportion majoritaire qui dit non. Et en fait, un des premiers éléments dans ces interventions-là, c'est de sensibiliser sur quel risque vous avez d'en parler. Est-ce que, en fait, c'est toujours la même question, c'est est-ce que j'améliore mon service potentiel en parlant, ou est-ce que je prends le risque qu'on me copie? C'est toujours un équilibre entre les deux. Tu me donnes envie de poser tellement 1000 questions, donc Pardon, je parle beaucoup. Non, mais donc, c'est génial, ça me donne énormément d'envie parce que je sais pas depuis combien de temps tu fais ce master-là, mais par exemple, une des premières questions qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'en fonction des années, tu vois une évolution du nombre de oui et de non? Clairement. Parce que du coup, justement, avec tous les réseaux sociaux, etc., les plus jeunes, ils sont habitués à se montrer, on va dire, sur les réseaux sociaux, et on va pouvoir faire la transition toute faite ensuite derrière sur Capcode. Mais est-ce que tu vois justement une évolution peut-être dans le comportement? Ah mais clairement, alors je vais parler particulièrement des pharmaciens parce que c'est les profils avec lesquels j'interviens le plus, notamment à Paris-Saclay et plus particulièrement à l'université de Châtenay-Malabry. En fait, je le vois il y a 3 axes où je vois une évolution chaque année. Il y a le premier qui est la culture tech, c'est-à-dire en fait aujourd'hui, en comparaison, alors j'ai commencé à faire des interventions, je pense en 2015-2016, quelque chose comme ça. Au tout début des interventions, en fait, il y avait les pharmaciens au sens large, sans aucune critique envers les pharmaciens, je tiens à suis préciser. pharmacien. Je prends toujours Ouais, tu vois, et je tiens à préciser que nous, on a toute une équipe médicale qui est composée principalement de pharmaciens, donc j'ai absolument aucun souci. Au contraire, nous œuvrons particulièrement au rapprochement des médecins et des pharmaciens dans notre vie quotidienne, mais en fait, ils étaient très peu sensibilisés à la problématique tech, aux usages tech, aux startups, à ce que ça pouvait amener, et pas uniquement aux startups, à l'innovation technologique et digitale au sens large dans la pharma. Et en fait, tu te rends compte, entre 2015 et aujourd'hui, que déjà en termes de culture et de connaissance des use cases disponibles, des startups, des usages, etc., il y a une évolution extrêmement importante. Ça, c'est le premier point. Typiquement, en fait, à chaque fois, je donnais des exemples de startups. Tu vois, Invivox, je peux en citer plein, mais à chaque fois, je donnais des exemples sur certains cas d'usage. Et d'année en année, je demandais est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez pas, et on voit bien l'évolution. Je me permets de mettre un haut là, un gros haut là, c'est que je pense, avec mon humble avis et tous les échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues pharmaciens, c'est que c'est vrai sur Paris, mais en province, on est complètement largué. Parce que moi, je suis de Nantes et je peux te dire que ces sujets d'innovation tech, startup, jamais entendu parler jusqu'à ce que je fasse mon stage de 6e année dans un master externe, quoi. Non mais alors c'est tout à fait vrai, mais j'irais même plus loin que toi. C'est pas tout à fait vrai, même en Île-de-France. C'est-à-dire que même en Île-de-France, tu as une disparité en fonction des formations et tu vas avoir plus de sensibilisation sur le sujet dans une telle ou telle formation. Donc là, je prends l'exemple de Châtenay-Malabry parce que en fait, cette formation-là a intégré cette partie digitale il y a de ça quelques années et donc a été proactive sur le sujet. Mais en effet, c'est absolument pas représentatif de l'offre de formation et du sujet au niveau national. Je te rejoins complètement. Mais en tout cas, à mon humble niveau et qui n'est absolument pas exhaustif sur le territoire national, au sein de ces formations-là dans lesquelles j'interviens, d'année en année, je vois une évolution. Et puis le deuxième point, au-delà de l'évolution culturelle, il y a en fait, il y a un truc que j'adore, que j'aime beaucoup discuter en cours, c'est la notion de privacy. Tu vois, c'est quelle est notre culture, enfin quel est notre comportement digital, est-ce qu'il est responsable d'un point de vue mise à disposition de la donnée ou pas? Et tu vois, il y a
en fait, t'as à peu près chaque année, t'as à peu près 75% de personnes qui vont, enfin globalement, sur l'échantillon qui n'est pas représentatif de la population générale ni de la population des pharmaciens en France. Non mais tu vois, à chaque fois je pose la question et t'as à peu près 75% tous les ans d'étudiants qui vont dire, moi de toute façon qu'on récupère ou pas des données sur moi, j'ai rien à cacher et donc c'est pas un sujet. Et bah, typiquement, ce pourcentage-là, il évolue d'année en année. Et je me rends compte, en fait, dans les questions que je pose sur qu'est-ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous le mettez en privé, en public, etc., qu'il y a de plus en plus de prise en compte du comportement numérique et de la responsabilité qu'il y a à avoir derrière le comportement numérique. Moi, je fais partie de la génération. Alors, je suis pas un senior à la retraite, hein, mais je fais partie de la génération qui a connu l'avènement des réseaux sociaux, qui s'est éduqué au fur et à mesure dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et quand je regarde mon historique, je prends l'exemple de Facebook, quand je regarde mon historique, ce que je partageais il y a 10-15 ans, c'est impossible aujourd'hui que je le partage parce que j'ai un meilleur recul sur le sujet, j'ai une meilleure compréhension du sujet. Et en fait, ça aussi, je trouve que c'est une évolution chaque année qui est extrêmement intéressante. C'est la prise en compte au quotidien des notions de privacy, etc. Bon, après, on a tous été beaucoup spammés par plein de pubs, ce qui permet de mieux comprendre en fait ce que ça amène de partager des données. Et puis le troisième élément, c'est le point qu'on discutait avant, c'est cette évolution en fait de ce point-là sur le fait de se dire d'année en année, ben on a une meilleure compréhension des sujets, on a une meilleure culture, on a une meilleure compréhension de la data privacy et on partage on a plus tendance à partager ses idées, en tout cas on discuter. Alors c'est pas tout à fait, encore une fois ça dépend des usages, comme je disais, l'exemple des biotech c'est le plus parlant, mais en tout cas je sens d'année en année que j'ai moins de proportion d'étudiants qui vont dire ah moi je veux pas du tout en parler, etc. Donc je sais pas d'où ça vient, je sais pas s'il y a eu un super documentaire Netflix que j'ai raté pour certains et que d'autres ont raté, je sais pas, mais en tout cas oui, je vois cette Je évolution. pense que sur l'écosystème parisien, c'est vrai qu'avec Saclay, ils sont assez sensibilisés à toutes ces thématiques start-up, entrepreneuriales, et donc forcément, il y a toujours c'est l'une des premières choses qu'on apprend, c'est ton idée, elle vaut rien, faut la partager, faut Ouais. essayer d'en faire le plus de choses. Mais donc du coup, on va faire la transition sur Capcode. Tu as dit que tu posais la question à tes étudiants de savoir s'ils connaissaient les startups, Invivox, etc. Est-ce que tu leur poses la question de savoir s'ils connaissent Capcode? Alors non, pas particulièrement, mais par contre, en début de cours, ça se voit assez vite. Donc en fait, t'as ceux qui disent ah et t'as ceux qui ne réagissent pas. Très souvent, ceux qui disent ah, t'as une impression. Donc oui, en fait, si la question c'est est-ce que la marque Capcode est en tout cas de plus en plus connue par les étudiants, oui. Mais pour des raisons très diverses. Parfois, en fait, c'est parce que ils sont en alternance chez un industriel avec lequel on travaille. Parfois, c'est parce qu'ils s'intéressent au sujet, qu'ils sont tombés sur une de nos études, ou parfois tout simplement parce que ils ont regardé le classement de BPI et ils sont tombés sur ce nom. Mais oui, je le ressens d'année en année. Ok, donc on y arrive. Est-ce que justement tu peux nous pitcher Capcode comme tu le ferais auprès de tes étudiants pour nous expliquer un petit peu tout ce que vous faites, parce que comme tu l'as dit, tu l'as mis un petit peu en filigrane tout à l'heure, c'est que vous faites quand même beaucoup de choses. Oui, alors en fait, la création de Capcode et l'analyse des réseaux sociaux, elle répond à un sujet très simple, c'est l'évolution des comportements des patients et l'intégration du numérique dans le quotidien. Donc en fait, si on prend un exemple très simple, quand tu commences à avoir des symptômes ou quand tu commences à avoir des difficultés au quotidien par rapport à une pathologie, etc., le premier réflexe quand tu as un questionnement, c'est d'aller sur Google. Alors je dis pas qu'il faut absolument aller sur Google et que c'est la réponse à tout, loin de là. Je suis absolument critique sur tout ce qu'on peut trouver sur Google, mais la première question, le premier usage que tu vas faire, c'est de poser ta question sur Google. La deuxième partie, c'est que tu vas très souvent chercher un retour d'expérience d'autres patients. C'est quasi systématique. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tomber soit sur du contenu Facebook, du contenu Twitter, des forums, beaucoup Doctissimo. Et en fait, tu vas avoir accès à une expérience patient qui a été partagée spontanément par d'autres patients souffrant de la même pathologie ou prenant le même traitement. Et c'est ça, sociologiquement, ce que tu vas chercher toi en tant que patient. L'idée, en fait, derrière, c'est de se dire, aujourd'hui, on est tous autour du patient, nous sommes tous centrés patients. Comment on peut faire pour avoir une visibilité continue de l'expérience patient et être le plus proactif
par rapport aux difficultés patients et aux difficultés de la prise en charge. Donc pour ça, on propose un outil qui est assez simple, qui est assez simple théoriquement, qui est assez simple, qui va récupérer les messages de patients, d'aidants, de professionnels de santé autour d'une pathologie, d'un traitement ou d'une décision de santé publique, et on va résumer cette expérience-là, la simplifier, la traduire en langage médical validé auprès de l'écosystème, donc qui sont les industriels, les associations de patients ou les autorités de santé. Voilà la promesse de Et je crois CapCode. que vous aviez aussi, du coup, ça, c'est la solution que vous appelez Detect. Ça c'est ouais. Ok, et vous avez aussi, je crois, la solution que vous appelez Connectin et peut-être une autre WASM aussi. Ouais, en fait, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en parle moins, mais c'est une activité qu'on a toujours. En fait, on a la structuration de CapCode, elle est en deux activités. Une première activité, extraction des real-world data, analyse des real-world evidence à travers les réseaux sociaux. Puis on a une deuxième activité qu'on n'a pas appelée à l'époque comme ça, mais qu'aujourd'hui on appellerait potentiellement plutôt digital therapeutics. Et l'idée, c'est assez simple, c'est qu'on s'est spécialisé dans le respiratoire. Parce qu'on a fait beaucoup d'études au sein de Capa Santé autour du respi. Et en fait, on essaye d'apporter des solutions numériques à des difficultés quotidiennes des patients à travers deux choses. Donc Connectin, qui est en fait un dispositif qui permet de connecter n'importe quel inhalateur présent sur le marché. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un tracking continu de la consommation d'inhalateurs et de pouvoir résumer ça pour les différents rendez-vous de spécialistes ou généralistes que tu peux avoir dans ta prise en charge. En fait, globalement, quand tu es patient asthmatique, la première question que va te poser ton médecin quand tu vas le voir, que tu vas voir tous les 9 à 12 mois, c'est quelles ont été tes crises, est-ce que c'est plutôt le jour, est-ce que c'est plutôt la nuit, est-ce que c'est plutôt en extérieur, en intérieur, etc. pour ajuster en fait le traitement. Et en fait, l'idée de Connectin, c'est de pouvoir automatiquement résumer ça et avoir la performance, enfin indirectement, ou en tout cas c'est ce qu'on essaie d'évaluer en ce moment, avoir un impact sur la prise en charge du patient. D'accord, ok. Et la deuxième solution qui s'appelle WASM, en fait, ça rejoint Connectin et c'est pour ça que je pense que d'un point de vue stratégique, à un moment, ça sera un seul Un un seul deuxième et même spin-off. produit. C'est ça, ouais. En fait, ça peut être une structure à part entière, mais globalement, c'est le patient asthmatique aujourd'hui a du mal à prendre son traitement inhalé. Donc tout a été fait, il y a eu des vidéos YouTube qui ont été faites, il y a eu des super programmes patients, l'éducation thérapeutique a intégré la prise en charge. Mais en réalité, la performance, ou en tout cas l'impact de ces décisions est très peu importante parce que, pour plein de raisons, c'est que le patient ne va pas aller sur YouTube pour comprendre son geste thérapeutique. Et très souvent, ils s'en rendent même pas compte. Enfin, moi, si j'avais pas travaillé sur le sujet, moi j'ai des bronchites asthmatiformes, je suis pas asthmatique, mais donc je prends chaque hiver, j'ai besoin de prendre de la ventoline. Jamais je n'ai pu penser que le geste thérapeutique était de 15 secondes. Je n'ai jamais vu personne prendre de la ventoline autour de moi et faire un geste parfait de 15 secondes pour que la dose de l'inhalateur soit optimale. Et typiquement, en fait, on s'est dit, au lieu de refaire une énième solution qui répond à ce problème-là, peut-être développer une solution numérique. Et donc, on a développé WASP, qui est un système assez simple, c'est que tu te filmes en face de ta webcam en prenant ton traitement comme tu le fais tous les jours. Et la vidéo est automatiquement analysée pour te restituer ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait dans ton geste thérapeutique. Et derrière, tu rentres dans un programme d'accompagnement où en fait, tu es sensibilisé sur comment faire du sport en étant asthmatique, comment gérer son intérieur par rapport à son asthme, etc. Ok, d'accord, bon. Forcément, à chaque fois, je sais pas si c'est l'avantage ou le désavantage du podcast, mais c'est que ça me fait faire des liens, et forcément, quand tu me parles de ça, ça me fait penser à EFI. Je sais pas si tu les connais. Oui, Ou oui, Serge Incani, bien parce sûr. que du coup, Bah, en fait, c'est si, sensible bah, en Pride. fait, sur la partie WASM, on a des usages qui sont extrêmement équivalents. Alors, je les aime bien et j'adore ce qu'ils font, donc j'ai absolument pas de sujet avec eux. Mais on était là juste avant. Mais oui, oui, en fait, l'usage ressemble énormément à FI. Et d'ailleurs, enfin, sincèrement, je pense que limite, on a un intérêt à s'allier sur ce sujet, tant en fait, nous, c'est une activité qui est en évaluation, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup, on communique peu sur le sujet parce qu'on est soit en évaluation clinique, soit parce qu'on est, enfin, on est en évaluation clinique, et donc on attend en fait les résultats pour pouvoir revendiquer un certain nombre d'usages. Il y a des dépôts réglementaires à faire en termes de dispositifs médicaux, etc. Donc c'est pour ça que on va dire que c'est une activité qui est sur une mise sur le marché sur un temps plus long que ce qu'on peut avoir sur l'analyse des réseaux sociaux.
Ok, bah, j'aurais peut-être une petite question à te poser tout à l'heure plutôt sur le côté écosystème, avec justement tu viens de parler de Salier et j'ai dit pas mal de petites questions là-dessus. Et donc si on revient sur Capcode, donc plutôt sur la partie donc réseaux sociaux, quel est le plus gros défi que vous avez eu à relever dès le début avec Capcode? Alors, le premier gros défi, alors technologique, il est sur la transformation du langage patient en langage médical validé. D'accord. Parce que, je te donne un exemple très concret, sur les réseaux sociaux, tu ne liras jamais j'ai eu une céphalée aiguë. Par contre, tu vas avoir quelqu'un qui va dire j'ai la tête dans le four, j'ai pas d'expression naturelle comme ça, mais enfin, tu vas avoir des expressions qui n'ont absolument rien à voir avec le langage médical. Or, quand tu travailles avec l'industrie pharmaceutique et l'écosystème santé en général, tu peux pas parler de tête dans le four. Il faut forcément que tu aies un langage médical validé. Et donc, en fait, le premier enjeu qui a été le plus complexe et qui, je pense, nous a pris le plus de temps, c'est vraiment traduire le langage patient, le langage vernaculaire, en langage médical validé. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, il est plutôt environnemental. C'est sur le fait alors, de moins en moins aujourd'hui, mais la première fois qu'on a présenté des textes en externe, je pense que c'était en 2012, quelque chose comme ça. En 2012, la première réaction des industriels et de l'écosystème au sens large, d'ailleurs, c'était pas que les industriels, mais oui, mais très bien, mais de toute façon, le patient dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, quel est l'intérêt de regarder? Et typiquement, quelque chose qui me fait beaucoup rire moi à titre personnel, mais qui a fait beaucoup de mal sur ce sujet-là, c'est les perles de Doctissimo. Il y a eu beaucoup de buzz autour des perles de Doctissimo, et en fait, on prenait les expériences les plus aberrantes, ce qui a donné une image des réseaux sociaux et de l'usage en santé qui était très, comment dire, très Négative, manifeste, éloigné ouais. en fait, et très négatif, très éloigné de la réalité. C'est que oui, en effet, il y a des gens qui disent n'importe quoi, mais au même titre que dans n'importe quel type d'étude, comme n'importe quelle source d'information. Et pour autant, en fait, l'extrême majorité retranscrit son expérience. Alors que son expérience soit biaisée, etc., c'est un fait. Mais pour autant, ça reste du verbatim spontané de patient, ce qui est antagoniste avec l'effet blouse blanche que tu peux avoir dans ta relation avec le professionnel de santé, ou certains tabous. Par exemple, typiquement, tu as des tabous sur la santé sexuelle, etc., que tu partages beaucoup plus facilement derrière un pseudo qu'avec ton professionnel de santé qui te suit depuis longtemps ou qui te connaît depuis longtemps. Ça me vient juste comme ça, parce que c'est vrai que t'as complètement raison, l'effet Doctissimo, mais moi j'en avais une vision négative, je pense qu'elle commence à évoluer, mais bon, peut-être une question tricky, est-ce que tu croyais dès le début à Doctissimo? Est-ce que tu voyais directement Non. le truc, ou un peu comme tout le monde, bah tu dis, wow, bon, il y a quand même Ah non, non, quelques... mais moi j'étais. Mais en fait, c'est ce qui est bien quand t'as aussi un regard extérieur, c'est que moi je venais pas du tout du domaine santé. Donc quand je suis arrivé, Doctissimo, c'était les pères de Doctissimo, et c'était des gens qui postaient tout et n'importe quoi. Donc en fait, de base, je considérais que cette source-là en particulier avait peu d'intérêt, à titre personnel. Et c'est en travaillant sur le sujet, en ayant des résultats, et surtout, et ça c'est un élément central dans l'activité de CapCut, c'est qu'on compare les résultats. En fait, le tout, et ça a été tout au long de nos travaux et jusqu'à maintenant, même si aujourd'hui on a moins besoin de faire ces démonstrations, c'est de valider les résultats qu'on peut avoir à travers cette source versus des sources plus robustes d'un point de vue scientifique. Je pense à des études épidémiologiques, des enquêtes avec des questionnaires validés, etc. Et en fait, c'est en comparant, en se disant, bah tiens, si on regarde, je vais te donner un exemple très concret, les effets indésirables. Le premier cas d'usage historique, ça a été identifier le profil de sécurité des traitements. Et le premier exemple qu'on a analysé, c'était bien sûr le Mediator à l'époque. Et donc en fait, on a regardé est-ce qu'on pouvait identifier sur les réseaux sociaux des signaux de pharmacovigilance, et si oui, est-ce que c'est les mêmes qu'on retrouve sur les bases institutionnelles? Première question. Deuxième question, à quelle proportion c'est les mêmes? Est-ce qu'on parle de 10%? Est-ce qu'on parle de 70% des signaux? Et surtout, le dernier élément, c'est quel est le décalage temporel qu'on peut avoir dans une surveillance pharmacovigilance classique versus en regardant les réseaux sociaux. Et donc vous étiez en avance, je suppose. Bah, en fait, ce qu'on a démontré, et on l'a naturellement publié avec un industriel, mais on a démontré que plus de 50% des signaux de pharmacovigilance issus des bases institutionnelles, FAERS, etc., se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ok. Et sur ces signaux-là, on a une réactivité de 18 à 24 mois d'avance par rapport au signal identifié dans les bases institutionnelles. Mais ça sous-entend, et ça montre en fait, et c'est cette première comparaison
qui m'a sincèrement donné confiance d'un point de vue métier, parce qu'encore une fois, je partais de zéro d'un point de vue métier, donc j'avais pas forcément, je pensais que j'avais l'effet pervers autour de Doctissimo, mais j'avais pas d'idée reçue sur est-ce que ça allait marcher ou pas. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là où on a comparé et démontré l'intérêt d'un point de vue, en tout cas, surveillance du médicament, où c'est à partir de là où je me suis dit, ah ouais, ça peut avoir un impact vraiment intéressant en termes de santé publique, en termes. Toutefois, ça montre aussi, quand on dit 50% des signaux, ça montre aussi que ça ne peut pas être, c'est une source faible de signaux. Tu ne peux pas prendre une décision de santé publique uniquement à partir des réseaux sociaux, mais c'est une source faible très réactive. Donc, moi, on porte beaucoup la vision en fait sur la prise de décision de santé publique, sur on va dire le fait d'avoir plusieurs signaux faibles qui convergent, donc la convergence des signaux faibles. Et c'est vraiment comme ça qu'on positionne les réseaux sociaux, en tout cas en termes de sources médicales, de sources d'information. C'est vraiment un signal faible complémentaire qui a un intérêt en termes de réactivité, mais qui, pour une prise de décision de ce politique publique, doit avoir une convergence avec d'autres sources. Et est-ce qu'à terme, vous serez capable justement d'amplifier ces signaux faibles, donc d'aller par exemple cibler beaucoup plus facilement, beaucoup plus pertinemment les profils qui vont faire des commentaires pertinents, et donc du coup éliminer ceux qui racontent n'importe quoi, Alors, disons qu'en fait, oui et non. Je t'ai dit que j'adorais répondre oui et non. Ça fait que deux pour l'instant, donc ça va. Oui, non mais t'inquiète pas, on a encore du temps. Non mais en fait, oui, c'est-à-dire que on va pouvoir, par exemple, typiquement, un patient qui va s'exprimer sur 3 sources différentes. Il va poster le même message, etc. On va l'identifier en termes de doublons. C'est-à-dire qu'on va prendre une seule expérience parce que, en réalité, en tout cas, on a très rarement eu ce cas-là. Quand tu vas poster un message sur différentes sources, tu vas poster exactement le même message, et donc d'un point de vue natural language processing, tu peux identifier en fait le taux de concordance des messages. Et donc du coup, tu peux éliminer ceux qui sont des doublons. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que depuis l'an dernier, on a beaucoup travaillé sur la désinformation. Donc on a travaillé sur la désinformation autour de, par exemple, Hold Up avec l'Institut Jean Jaurès. Et en fait, on a identifié beaucoup de faux comptes et des bots qui étaient mis à disposition pour amplifier un message qui était, dans ce cas-là, Hold Up, c'est génial et ça nous apprend plein de choses. Et en fait, cette partie des informations, cette partie campagne, etc., on peut l'identifier. Alors, on peut pas identifier 100% des bots, mais on peut l'identifier. Pour autant, et ça c'est la partie non, on va pas pouvoir, par exemple, juger de la validité de l'expérience partagée. C'est-à-dire qu'en fait, si dans l'expérience, je dis n'importe quoi, mais le patient va dire à un autre patient, mais non, t'as pas besoin d'aller voir un médecin, achète ce truc-là sur Amazon, t'as pas besoin de prendre un traitement en oncologie, de toute façon tu vas prendre 2 légumes et ça va passer. Donc je caricature, hein, ça. Il y a un esprit très. Alors, on ne pourra pas l'identifier. On va identifier qu'il y a une médecine alternative proposée et que, en fait, voilà ce qui se passe comme retour d'expérience. Mais pour autant, on va pas pouvoir dire, ça, on le juge comme étant une mauvaise expérience. Ça, on va pas pouvoir qualifier, en tout cas, on va dire éliminer 100% du bruit d'un point de vue expérience patient. Mais on peut pas le faire, mais pour autant, il y a une sociologie interne au forum. Si je prends l'exemple de Doctissimo, très souvent quand tu as ce type de message, juste après, tu as des réponses, c'est pas votre rôle, c'est un médecin de parler de prescription, etc. Donc il y a une vraie... Ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution des comportements et de la connaissance des outils numériques. En fait, il y a une vraie sociologie qui se développe au sein des forums et des réseaux sociaux au sens large. Et tu as vraiment des retours très rapides. Alors c'est très vrai dans les maladies chroniques. Si on regarde le Covid-19 depuis 2020, c'est un peu moins vrai. Mais en tout cas, peut-être il y a sur le vraiment Covid cette long, sociologie. peut-être un peu plus. Tu vois, le Covid, c'est un très bon exemple. On a travaillé pendant 3-4 mois sur le Covid long. Il y a toujours un débat sur le sujet, mais tu vois bien qu'en fait, il y a vraiment un côté sociologique, un côté communautaire autour du sujet, avec des partages, tiens, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu plutôt ça, etc. Et en fait, c'est assez intéressant parce que tu as une vision populationnelle. Et l'exemple du Covid long est extrêmement intéressant parce que je rappelle que c'est une des premières fois dans l'histoire de la médecine
où alors c'est pas la première fois, mais c'est une des premières fois où c'est les patients qui ont identifié un syndrome qu'ils ont vécu et qui essayent de faire accepter en termes de maladie. Et ça montre en fait comment le patient est de plus en plus acteur de sa santé et comment aujourd'hui c'est un partenaire euh, impossible à éviter dans l'ensemble des travaux qu'on peut mener en recherche biomédicale. D'accord. Wow, c'est incroyable. Là. Je t'écoute avec. Franchement, là, je bois tes paroles. Je sais pas si c'est l'effet voulu, mais au moins je suis convaincu. Mais par contre, je vais t'emmener du coup forcément sur une limite parce que là, t'as abordé un point extrêmement important. T'as parlé justement des bots de désinformation. Est-ce qu'on peut pas imaginer complètement le phénomène inverse avec des labos qui vont balancer des bots pour pousser leurs solutions, des labos qui vont vouloir noyer les réseaux avec des faux témoignages pour masquer je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut pas imaginer l'effet pervers de la chose et du coup, en fait, Alors, à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Alors oui, alors en France, à ma connaissance, il y en a eu très peu. Il y a eu une histoire, mais en fait, c'est pas vraiment une campagne bot, mais il y a eu l'histoire des influenceurs autour de la vaccination. Tu sais, il y a une histoire oui, où oui, des influenceurs ont ils ont été reçu, approchés, ouais, ouais, etc. je l'avais vu avec C'est ça. Dirty Biology qui avait Pour reçu, ouais. dénigrer, voilà, exactement, exactement. Alors ça, c'est un exemple, mais à ma connaissance en France, il y en a très peu. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui dans les analyses qu'on a menées, on a rarement trouvé des comptes qui ont amplifié un message positif autour d'un laboratoire pharmaceutique ou d'un traitement. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je pense qu'à mon avis, si on regarde par exemple aux États-Unis ou dans d'autres environnements, potentiellement on trouverait. Mais par contre, il y a deux choses à bien appréhender. Euh, la première chose, c'est quand tu fais une campagne d'amplification d'un message, euh, tu vas avoir trois types de comptes. Tu as les faux comptes, des bots, qui vont avoir comme objectif d'amplifier un message. Leur objectif, c'est de retweeter, de liker, etc. Enfin, je parle beaucoup de Twitter parce que je suis un gros utilisateur de Twitter, mais c'est exactement la même chose sur l'ensemble des réseaux. Ça, c'est des faux comptes. Après, tu as des comptes, ce qu'on appelle des comptes dormants. Donc, en fait, c'est des comptes qui existent. Derrière, il y a un humain qui va se connecter à des temps d'intérêt. Donc, limite, typiquement, dans le cadre d'une campagne d'amplification positive d'un message. Et en fait, ils vont créer un certain nombre de messages qui vont être amplifiés par les bots. Ok. Et tu as un troisième type de compte où en fait c'est des vrais êtres humains qui ont des vrais comptes entre guillemets, donc des comptes managés par des êtres humains qui sont gérés au quotidien. Et là, en fait, généralement, tu vas avoir un temps limité dans la campagne positive. Tu vois, tu vas avoir des gens qui vont travailler pendant 3 semaines, un mois, 2 mois, etc. sur un sujet. Et en fait, dans les trois exemples que je viens de te donner des trois typologies de comptes, faut comprendre quelque chose d'assez abstrait, mais je sais pas si ça va être. Tu me diras J'ai si l'impression c'est de assez. capter quelque chose. J'ai l'impression que déjà vous arrivez à déterminer déjà ce pattern temporel, etc. Donc, En fait, tu viens d'anticiper ce que j'allais dire, c'est que l'idée, c'est que comme tu laisses tes empreintes quand tu touches des objets, tu vas laisser des traces numériques quand tu vas voir ton comportement numérique sur Internet. Typiquement, euh, je vais prendre mon exemple, mais Twitter, le matin, j'utilise pour la veille, donc je vais cliquer sur un certain nombre d'articles de certaines thématiques. À la pause de 13-14 heures, je vais regarder mes messages, je vais regarder les tweets, etc. Je vais réagir avec ma communauté. Et on va dire, en prenant le métro, je vais avoir un autre usage, etc. Tu vois bien qu'en fait, j'ai un comportement type. Bien sûr que chaque jour, je vais pas avoir exactement le même comportement, mais je vais quand même avoir un pattern, un comportement type. C'est ce qu'on nous on appelle le numéricum. Donc, tu vas laisser une trace numérique qu'on appelle le numéricum. Et en réalité, quand tu prends les trois exemples de comptes, les bots, les comptes dormants et les faux comptes, leur numéricum est reconnaissable. Alors, il n'est pas reconnaissable à 100%, mais il est reconnaissable quand même. donc vous arrivez à éliminer ces messages-là. Si vous arriverez à les éliminer le jour où vous pourrez le constater en France. Ouais. Hein. Bah, en fait, c'est pas le sujet de Capcom, mais à titre personnel, j'ai travaillé sur ce sujet parce que ça m'intéresse particulièrement, parce qu'encore une fois, la désinformation, c'est un enjeu sociétal majeur. Avec le Covid, il y a une explosion de la désinformation en santé, donc il y a tout un intérêt, nous, en tant qu'experts de l'analyse des réseaux sociaux, de s'intéresser à ce sujet-là. Après, en fait, on a beaucoup travaillé sur donc Hold Up, mais à titre personnel, j'ai travaillé aussi sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, qui est plus attrait au sport, autour de l'Olympique de Marseille. Okay. Oui, j'ai le défaut d'être un supporter de l'Olympique de Marseille en étant parisien, mais on arrive à l'assumer au quotidien. Et en fait, il y a eu tout un sujet de désinformation autour de la vente potentielle de l'Olympique de Marseille Je me rappelle à l'été l'Arabie dernier, Saoudite, etc. Ah, voilà. D'ailleurs, j'ai fait toute une émission sur RMC, si le sujet t'intéresse, autour de la désinformation dans le cadre de la vente OM.
Et donc du coup, en fait, c'est un autre cas d'usage qui n'a absolument rien à voir en santé, mais on retrouve les mêmes patterns. C'est-à-dire qu'en fait, le faux compte, il y a quelque chose on a l'impression, enfin en tout cas moi, avant de toucher à ce sujet-là, moi j'avais l'impression que ce type de campagne était extrêmement bien fait, que c'était extrêmement compliqué à déceler, etc. Alors qu'en réalité, alors je parle pas des énormes campagnes faites par des autorités, etc. Ça, je n'ai absolument pas, et c'est pas du tout notre but. Mais tu vois, les campagnes autour de la désinformation en santé, bah, en fait, ça suit des règles assez simples et on arrive à les déceler. Encore une fois, pas à 100%. Et on a fait des cas d'usage aujourd'hui en santé. Demain, si c'est un besoin d'une institution, d'une autorité, d'un industriel de comprendre en fait ce qui se passe autour de son traitement, etc., ou de sa marque, c'est typiquement des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut adresser à travers de l'IA et des méthodes, quoi. Mais une question très candide, vraiment très très candide. Si vous êtes capable de détecter justement ces comportements de bots, je suppose que des Google, des Facebook, etc., ils sont capables de le faire. Pourquoi ils n'arrivent pas à supprimer automatiquement des faux messages? Ils doivent être capables de le faire, hein, encore peut-être plus Alors précisément oui, d'un point de vue technologique, c'est certain. C'est-à-dire que la force de frappe de Twitter ou de Facebook n'est absolument pas comparable à Capcode. Et j'adore notre activité, j'ai une haute estime de notre capacité, loin de là. Mais en effet, il y a bien sûr. En fait, je pense qu'il y a. Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'aime bien répondre par oui et non, et j'aime bien donner des chiffres. Donc, Ok. disons qu'il y a trois. J'adore les chiffres, ça tombe bien. Mais tu vois, il y a trois raisons potentielles qui peuvent expliquer. Alors, le premier point, c'est le modèle économique. En fait, aujourd'hui, quand tu vois en termes de communication pour les investisseurs, pour la bourse, etc., un des sujets qui ressort de chaque GAFAM, c'est vraiment l'augmentation de la population et de la taille critique des users. Et donc, typiquement, même si c'est des faux comptes, ça gonfle les chiffres et donc ça montre toujours une tendance d'augmentation de la population de ta plateforme. Ça, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais ça joue. Le deuxième élément, c'est que je t'invite à regarder la super enquête qui a été faite par Le Monde. Je crois que j'avais fait un trade dessus il y a quelques semaines, quelques mois. En fait, sur les difficultés de modération de Facebook en Oui, je crois particulier. que j'avais entendu Mais parler récemment, j'en ai vu. Il y a des langues qu'ils n'arrivent pas à modérer. ils n'arrivent pas à modérer des langues, ils n'arrivent pas. Enfin voilà. Donc en fait, il y a une réalité de la technologie ne répond pas à 100%. Tu vois, typiquement nous, si on prend l'identification des bots, on l'identifie automatiquement, mais l'algo il marche pas à 100%. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une annotation manuelle derrière pour valider ou pas le fait que c'est un bot. Okay. Donc oui, à force, on va améliorer le modèle, mais on est quand même sur de l'humain augmenté plus que de l'IA automatisée qui te rend la réponse et c'est génial et ça marche parfaitement. C'est vrai que l'IA, c'est pas encore, on entend souvent parler, l'IA, ça existe pas encore vraiment, non, pas partout. J'adore dire une phrase que je reprends de notre CEO Stéphane Chuck, qui est l'intelligence artificielle est encore très artificielle. On l'oublie en fait à force de regarder des films de science-fiction et de regarder les titres d'articles autour des startups, etc. On n'est pas sur, on est très loin d'avoir Jarvis d'Iron Man. Hein. On n'est pas proche, c'est pas pour demain. Mais donc il y a ce sujet de modération et de difficultés linguistiques. Et il y a le troisième sujet qui en fait, et je vais prendre l'exemple de Twitter. Le modèle économique d'une plateforme, c'est le temps passé, ton engagement sur cette plateforme-là. Donc, quand tu as, par exemple, si je prends un exemple de politique, quand tu as des campagnes qui vont amplifier un message d'extrême, donc l'extrême droite, l'extrême gauche, par exemple, c'est des contenus qui vont amener à l'engagement. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance, en étant choqué, en étant d'accord, pas d'accord, etc., à réagir à l'information. Sauf que ce qu'il faut comprendre dans les méthodologies, enfin les algorithmes derrière des timelines des Facebook, Twitter et co, c'est que plus un contenu va avoir de l'engagement, donc des tweets, des retweets, des citations, des likes, etc., plus il va être rewardé et plus il va être affiché dans plusieurs timelines de manière des fréquences plus importantes. Et donc plus tu as de contenu choquant, on va dire, dans un cadre quand même assez légal, etc., plus tu vas avoir tendance à avoir des réactions, plus les gens vont passer du temps sur le réseau, plus ton modèle économique est efficient. Donc en fait, intrinsèquement, c'est difficile, enfin, en tout cas, de mon point de vue, intrinsèquement, par rapport à leur structuration et leur modèle économique, c'est difficile de faire quelque chose qui va entraver ton modèle économique. Même si sociétalement parlant,
C'est quelque chose qui est une extrême urgence, parce qu'on voit bien l'impact des réseaux sociaux sur la population, sur le comportement de la population, l'opinion de la population et surtout la santé mentale. Tu regardes Instagram pour les adolescents, c'est dévastateur par rapport à l'image qu'ils font. J'ai écouté justement récemment une interview de Kevin Systrom, le fondateur de Instagram. Bon, il a quitté en 2018, mais c'est vrai qu'il déplorait justement ce qui se passait actuellement et un petit peu la transformation qu'il y avait aujourd'hui avec Facebook. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Donc en fait, c'est une conjoncture de faisceaux qui nous amène à ça. Mais encore une fois, ça ne veut pas pour autant dire si ça ne travaillait pas leur modèle économique, à mon avis, enfin, il n'y a pas besoin. Quand on est Twitter, ils n'ont pas besoin de CapCode pour Oui, identifier ça. clairement. Je vais t'emmener sur deux, trois petites questions, justement sur le côté business model. Est-ce que avec vos solutions, vous les adaptez à chacune de vos clients? Ou est-ce que vous avez une solution générique clé en main? Alors en fait, sur la partie digital therapeutics, déjà on est évaluation, donc on a peu de clients, mais en tout cas c'est très souvent des équipes de recherche avec qui on mène des études, et donc il y a peu d'adaptation, ou alors c'est pour les besoins de l'étude, donc c'est pas forcément du point de vue produit, mais voilà. Sur la partie réseaux sociaux, en fait, il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une prestation de service, hein, un modèle économique serviciel classique. En fait, tu as une question autour de l'expérience patient, et nous, on va mettre en place une méthodologie par rapport à notre bibliothèque d'algorithmes préexistante qui répond à ce questionnement-là. Et quand on a un trou dans la raquette parce qu'on n'a pas un algo qui identifie un sujet qui nous paraît pertinent, on le modélise pour le besoin du client, mais après on le met en production et ça rentre dans l'offre standard Detect. Et puis tu as le deuxième versant d'activité en termes de modèle économique, c'est la plateforme SaaS. Et donc à terme, on va avoir une plateforme SaaS qui couvre les use cases de l'ensemble des industriels, en tout cas avec lesquels on travaille, avec lesquels il y a eu un besoin sur ces sujets-là. Mais jusqu'à maintenant, on fait du sizé par industriel. Donc, tu as un besoin de surveillance de la qualité de vie, des difficultés rencontrées, du parcours de soins. Tu vas avoir un certain nombre de modules mis à disposition. Et potentiellement, on va avoir un autre industriel qui va, lui, avoir plutôt un intérêt à surveiller la pharmacovigilance. Donc, on va mettre à disposition ce module-là en particulier. Donc, en fait, on a un peu l'approche méthodologique, enfin, l'approche des deux, quoi. Parce que bon, ma question, elle était forcément, il y avait une question sous-jacente parce que c'est ce que j'avais regardé et je me posais évidemment la question de la viabilité, de la scalabilité d'un modèle un petit peu agence où tu fais du sur-mesure, quoi. Mais donc du coup, de savoir que vous allez justement aller vers un modèle SaaS, bon, effectivement, ça paraît tout de suite Bah, beaucoup plus pertinent, tu comprends bien l'intérêt ouais, en termes de scalabilité, etc. complètement, Pour ouais. autant, moi, je crois beaucoup au modèle hybride. C'est-à-dire que, en fait, globalement, la partie servicielle, elle va t'amener de la R&D, elle va t'amener des enjeux personnalisés. En fait, quand tu fais, tu vois, typiquement, quand on fait des études à travers Detect, on va alimenter le médical, le market access, les fonctions stratégiques, la direction générale. Donc globalement, on va avoir des impacts stratégiques dans la prise de décision. En tout cas, c'est l'objectif. Et aujourd'hui, on a encore des améliorations à apporter pour y arriver. Mais tu vois, quand tu fais un dossier de market access et que tu as besoin de ce type de données, tu vas pas justifier auprès de l'autorité avec l'utilisation d'une plateforme, etc. Donc je pense que ce modèle-là, il est hyper intéressant parce qu'il amène de la valeur. Mais c'est vrai que d'un point de vue économique, la scalabilité, elle va passer par la plateforme. On va pas pouvoir scaler avec la partie servicielle. Hyper intéressant que tu abordes ce côté-là, de garder finalement de l'humain dans ta solution parce que c'est ce qui apporte de la valeur, quoi, à long terme. Ah oui, mais en fait, moi j'ai une position très simple et je le dis avec. Moi, je ne crois pas à court terme à l'IA omnisciente qui va répondre à toutes tes questions. Par contre, je crois sincèrement à l'humain augmenté. Et donc cette capacité d'avoir un humain qui va interpréter, valider des signaux d'une machine, j'y crois beaucoup plus facilement parce que c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Versus demain, on va avoir Super Detect qui va répondre à toutes tes questions. Tu lui poses n'importe quelle question sur n'importe quelle pathologie. On n'y est pas encore. D'accord. Ok, intéressant que tu abordes justement ce futur-là. Question facile, quels sont les défis à venir pour Capcode? Alors déjà, je pense qu'il y a un défi. Il y a trop. Bah tiens, je vais reprendre les trois. Mais j'adore ça parce que du coup c'est hiérarchisé. Même pour les auditeurs, c'est vachement agréable parce que du coup ils attendent le point 1, le point 2, le point 3. Donc moi je dis oui. Donc en fait, le premier point, un des enjeux, on va dire qu'on veut adresser sur cette année, c'est l'acceptabilité des approches méthodologiques et des données auprès des autorités. Donc en fait, c'est génial. Typiquement, on va prendre un exemple très concret. On extrait des données de qualité de vie.
On se base sur des auto-questionnaires validés, donc pour ceux qui connaissent la qualité de vie, SF36 et EQ5D, des questionnaires qui existent et qui sont passés dans les études cliniques ou dans les études épidémiaux. Et on mime en fait les résultats par rapport à ce que déclarent les patients sur les réseaux sociaux. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, dans la qualité de vie, la récupération de ces données-là, elle pose débat parce que très souvent c'est dans l'essai clinique, mais c'est pas des settings en vie réelle. Donc, tu te poses la question est-ce que ça représente la réalité? Mais en même temps, quand tu regardes en épidémio, c'est des sous-populations très petites. Donc, est-ce que tu peux extrapoler à la population générale, etc., etc. Et donc en fait, on fait ça sur des populations extrêmement larges qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui ont déclaré leur impact, enfin en tout cas un impact de qualité de vie, on le qualifie au même titre que. Pour autant, si on veut avoir un réel impact sur la décision de politique publique, toujours la même chose, il faut que l'autorité, elle valide la méthode, même en macro, pas forcément dans le détail, mais qu'elle valide la méthode et qu'elle soit confiante vis-à-vis de la véracité et de la capacité métrologique de l'algorithme à rendre des choses qui sont viables et robustes du point de vue de la décision. Donc il y a cette acceptabilité des autorités, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'international, c'est qu'on a commencé à avoir des partenaires et des clients, notamment beaucoup aux États-Unis, Ok, intéressant ça. un peu en Europe. On commence à se développer un peu en Europe. Et donc, en fait, c'est vraiment cette année l'objectif d'accélérer sur ces marchés-là, particulièrement aux États-Unis parce que c'est un enjeu majeur, mais aussi en Europe parce qu'aujourd'hui, on travaille avec le global, avec certains industriels, donc c'est beaucoup plus facile d'aller en Europe que d'aller aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est cet enjeu d'international qui est extrêmement fort, qui va nous amener beaucoup de croissance par rapport à notre activité. Donc, il y a ce deuxième élément. Et puis, le troisième élément, c'est le financement. Quand tu dis start-up et projet ambitieux international, ça veut dire levée de fonds d'une manière ou d'une autre. Et donc, on espère cette année pouvoir boucler une levée de fonds qui nous permettrait d'accélérer sur ces enjeux-là. Ok, question, celle-ci elle me fait beaucoup rire. Si l'on te donnait tout de suite 50 millions, comment tu t'en servirais pour développer Capcode? Alors, c'est très marrant parce que c'est un exercice. Ah, j'ai En cru que fait, t'allais me dire c'est parce qu'on va aller chercher 50 millions, donc. non, pas du tout. Non, pas du tout. On est beaucoup moins gourmand. Non, plus sérieusement, en fait, c'est assez marrant parce que c'est très difficile. Enfin, je fais un retour d'expérience. J'en profite de cette question-là pour en faire un retour d'expérience. C'est ce qu'on demande à tous les start-upers, c'est-à-dire qu'on leur demande d'avoir un point de vue très opérationnel à court terme, à moyen terme, donc les 3 à 5 ans. Enfin bon, c'est pas court terme, on va dire moyen long terme, en disant voilà, sur 3-5 ans, tu fais une levée, qu'est-ce que tu vas consommer, pourquoi, à quel moment tu construis ton projet pour que ça amène. Donc on te demande d'être très rationnel et très opérationnel. Et puis d'un autre côté, tu as besoin aussi de donner une vision de l'entreprise et donc de montrer comment ça va évoluer dans les 10, 15 prochaines années, en tout cas d'avoir une vision globale, quel est ton objectif d'entreprise. Et là, on te dit, bah non, il faut être pas du tout opérationnel et oublier les contraintes financières. Et imaginons que tu as 50 millions, qu'est-ce que tu fais? C'est assez marrant parce que c'est absolument antagoniste comme exercice. Ouais, C'est absolument complètement. pas les mêmes mécanismes et c'est pas les mêmes sujets. Donc pour répondre à la question, c'est extrêmement intéressant de vous poser cette question-là. Moi, je pense, en tout cas c'est mon point de vue encore une fois, l'avenir de Capcode, il est en fait notre expertise aujourd'hui, elle est sur la structuration, l'exploitation et la retranscription de données patients. Et moi, je pense aujourd'hui que demain, notre objectif, il va être d'être un leader au niveau européen, on l'espère un minima, et bien sûr au niveau mondial, nous l'espérons tous, sur la donnée patient non structurée. Je m'explique. C'est qu'en fait, tu as plein de types. Alors, je parle pas du SNDS, etc. Là, aujourd'hui, il y a plein de. C'est extrêmement structuré. Il y a plein de CRO qui se spécialisent sur l'exploitation du SNDS. Mais il y a plein de données patients qu'on n'exploite pas. Il y a les données du web, très simple. C'est en fait quelle recherche d'information a la population générale sur le sujet donné. Il y a les données d'essais cliniques. Aujourd'hui, tu vois, dans un essai clinique, tu as des données patients sur soit des données quali, soit des données quanti. Aujourd'hui, on les exploite pas. Et en fait, aujourd'hui, demain, je pense que notre avenir, c'est de pouvoir compter sur Capcode comme un acteur référent des données patients au sens large, et particulièrement des données patients non structurées. D'accord, ok. Est-ce que je sais pas si tu connais eLint?
C'est une startup que j'ai eue sur le podcast. C'est une startup singapourienne qui est menée par François Cadieux. Et du coup, ils font des essais cliniques décentralisés. Et je sais que c'est des thématiques qui vont pour les intéresser à long terme. Donc, chaque fois, ça me fait faire des petits liens comme ça. C'est parce que Mais avec grand plaisir. c'est un sport que j'ai découvert, la mise en relation à travers le podcast. Et je trouve ça hyper cool. Et donc, justement, avec tout ce dont on vient de parler, une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que finalement Capcode, ça ressemble à ce que tu avais en tête quand tu t'es lancé? Ah, très bonne question. Absolument pas. Non, non, très très bonne question parce que alors, je n'ai absolument pas la prétention de penser que c'est le retour d'expérience de l'ensemble des start-upers en santé, mais en fait, on avait une idée. C'est vrai qu'on avait une vision, on avait une volonté, on avait des objectifs, etc. Et la réalité, c'est qu'on a beaucoup co-construit l'évolution de cette idée-là et de la vision. Elle a été beaucoup faite en co-construction avec l'ensemble des partenaires qu'on a. Je préfère parler de partenaires que de clients, quoi que ce soit, parce que encore une fois, alors juridiquement, on est prestataire de service, hein, c'est pas Tu le sujet, grandis avec eux, ouais. mais en fait, la réalité, c'est que et pour le coup, il y a une bienveillance assez importante dans cet environnement-là où il y a beaucoup d'échanges. En fait, on s'enrichit mutuellement. Alors, on a une expertise de niche assez spécifique, mais la réalité, c'est que la vision qu'on a, on la confronte forcément avec les acteurs de l'écosystème. Et en fait, directement et indirectement, ça nous enrichit sur la construction. Donc, je dirais que oui, on avait une idée. On est arrivé à un certain stade de cette idée-là, mais après, en fait, la réalité, c'est que l'expérience nous a amené à faire évoluer cette vision et cette idée avec les différents partenaires qu'on a. Ok, d'accord. Bon, c'est toujours, je pense que ça change toujours, t'évolues, de toute façon, tu grandis avec eux. Oui, Et c'est intéressant que tu abordes ce côté partenaire parce qu'en effet, tu grandis avec eux, que ça soit que tu les appelles clients partenaires, sans eux, tu n'existerais pas et sans eux, que tu bah, grandirais pas, quoi. clairement, tu vois, il y a ces deux sujets en fait pour nous qui sont hyper importants. C'est quand on travaille avec un industriel, ok, ça nous ramène un budget, etc. C'est génial, mais la réalité, c'est qu'on a une expertise qui ne peut avoir de l'intérêt que si on l'enrichit avec l'expertise de l'industriel. Ça, c'est le premier point. C'est qu'on a beau être médecin, pharmacien, avoir des connaissances en santé publique, etc. La réalité, c'est l'écosystème, le produit, les enjeux patients, les enjeux, etc. Il est très, enfin, théoriquement, il est beaucoup maîtrisé par l'industriel et capitaliser en fait sur ces compétences-là et ces expertises-là, c'est extrêmement important quand on se veut être un amplificateur de l'expérience patient et de la parole patient. Tu vois. Il y a ce point-là. Et le deuxième point, c'est qu'on a beaucoup aussi travaillé sur nos enjeux technologiques et de méthodologiques. On a beaucoup travaillé avec des équipes de recherche. Donc, c'est pas des clients, c'est-à-dire que c'est généralement de l'open research. Hein. On développe le projet, on le publie ensemble. Tu vois, c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec les équipes de la Sorbonne sur la désinformation. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille sur les idées suicidaires avec Harvard Medical School. Alors, en fait, c'est vraiment cette notion de partenariat et d'écosystème. Et c'est extrêmement différent culturellement de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que très souvent, on imagine une entité individuelle qui va travailler sur un sujet, qui a une roadmap, etc. Et nous, vraiment, l'ADN, c'est l'ouverture et la capacité de co-créer avec d'autres. D'accord, mais avec toujours le risque peut-être de perdre le focus, non? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte, ce risque des fois de... Forcément, forcément. En fait, tu vois, typiquement, parfois, tu as des opportunités. Tu vois, on a eu de grosses opportunités sur d'autres secteurs, tu vois, qui sont un peu dans le food, qui sont donc à la limite de la santé. Mais après, c'est là où tu vois, tu prends l'exemple de la prise de recul et de l'intérêt d'être en pluripartenaire dans l'actionnariat. C'est aussi de prendre du recul et de se dire, bah oui, ça peut être intéressant, ça peut avoir un impact, mais est-ce que c'est vraiment notre mission? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire, etc. Donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas Capcode Food à un moment ou à un autre, mais ça montre en fait, c'est toujours t'as raison, il y a une difficulté à avoir, c'est d'avoir l'équilibre entre ta roadmap et ce que tu imagines à moyen long terme versus la réalité des opportunités que tu peux avoir. C'est vrai que oui, ça doit se poser, je sais que ça va se poser avec Arcasian, je sais pas si tu les connais. Je le connais très bien, ouais, Romain. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Et du coup, ils se posent, bon, ils sont partis sur la santé aussi, et forcément, leur techno, elle est utilisable aussi dans d'autres secteurs. Donc la question, elle se posera sûrement Ouais. à moyen terme, peut-être. Et bon, allez, quelques petites questions maintenant, plutôt sur le côté écosystème. Tout à l'heure, justement, quand je t'ai lancé un petit peu sur EFI, t'as parlé que vous auriez peut-être intérêt justement à vous allier. Et c'est justement un sujet que j'ai abordé avec Romain Clément de Arca Science. Et je lui posais la question de savoir comment faire grandir l'écosystème français. Et justement, il parlait du fait de travailler en collaboration, etc.
Et donc peut-être si on étend un peu cette question-là, comment tu vois le futur de la health tech en France? Est-ce que tu vois des grosses fusions-acquisitions à droite à gauche? Est-ce que tu vois continuer une explosion de projets start-up et puis ça part dans tous les sens et du coup ça rend l'écosystème complètement illisible? Comment tu vois l'écosystème, je sais pas, aller En fait, négocier tu, la tu croissance? vois, je vais donner un. Ce qui est assez intéressant quand tu viens pas de la santé, c'est d'avoir eu des perceptions et une culture d'autres secteurs d'activité. Donc, prenons l'agroalimentaire. Tu vois, l'agroalimentaire. Quand tu regardes l'histoire de l'agroalimentaire, si tu prends l'exemple de l'histoire de Danone, etc., ça a toujours été des structurations disparates initialement sur un nouveau marché, une évolution avec des fusions-acquisitions et donc l'émergence d'acteurs majeurs, donc 3, 4, 5 en fonction des secteurs, en fonction des sujets, etc. Et puis après, tu as l'évolution de la taille critique, et donc tu as des acquisitions de nouvelles activités, tu as des cessions d'activités, etc. Moi, je pense que, enfin, encore une fois, je suis pas économiste, etc. Mais dans ma vision, je vois pas pourquoi la santé serait si différente. Surtout quand on voit, par exemple, dans la data santé, les données de prescription, etc., les groupes comme IQVIA, CGDIM, etc., ils se sont construits comme ça. C'est-à-dire que c'était des petites structures il y a 30, 40 ans pour certaines, il y a 20, 30 ans pour d'autres, mais c'est des petites structures qui ont évolué, qui ont acquis d'autres structures et qui sont devenues des grands groupes. Tu vois, IQVIA, on l'oublie, mais il n'y a pas si longtemps, c'était IMS et Quinten, je crois. Et donc, tu vois, c'est vraiment, moi, je crois en l'émergence d'énormes acteurs, mais pour ça, en fait, il y a une certaine sélection naturelle qui se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu vois bien, en fait, ça fait quand même maintenant un peu moins d'une dizaine d'années qu'on travaille sur ces sujets-là, et on voit bien que l'écosystème évolue. Les startups qui existent encore aujourd'hui, qui existaient en 2014-2015, il n'y en a pas énormément. Euh, il y en a, hein, et heureusement, ça montre que c'est un écosystème viable et qu'on peut en faire une activité, etc. Mais il y a une certaine évolution d'écosystème et tu vois bien qu'en fait, tu as des concentrations sur un certain nombre d'acteurs qui commencent à se faire à très petite échelle parce qu'au niveau des startups, une grosse startup aujourd'hui, c'est 200, 300, 400 personnes. Donc oui, quand on fusionne pour moi, quand on est à Capcode à 20, oui, c'est énorme, mais après, c'est rien quand tu compares avec des grands groupes, etc. Mais moi, je vois pas pourquoi il y aurait une spécificité health tech, quoi. D'accord, ok. Bah, tu m'y fais penser, ça va sûrement te faire sourire. Qu'est-ce qui se passe si Xvia ils viennent vous voir et vous disent on veut racheter Capcom? Euh, Peut-être un En sujet fait, sensible si tu veux. non, 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 C'est pas un du joker tout. si tu veux. Non, 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 j'ai pas, non, 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 j'ai aucun sujet. Non, en fait, je dirais que je peux pas fermer la porte directement, mais je pense pas que ce soit le moment, que ce soit avec Qvia ou un autre d'ailleurs. Mais disons qu'en fait, il y a pour moi à travailler ensemble, que ce soit avec Qvia ou un autre, hein. C'est l'adéquation en termes d'ADN et de mindset. Est-ce qu'on a les mêmes volontés? Est-ce qu'on a la même stratégie ou en tout cas les mêmes valeurs etc. Je pense qu'il y a un sujet de timing aussi. Ça dépend de la maturité de notre structure. Est-ce qu'aujourd'hui on considère qu'on a une structure assez mature pour considérer qu'un rachat soit une option? Je suis pas certain. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de challenges à remporter avant de pouvoir passer la main et de se dire voilà, super, c'est une activité qui marche, on a pu la construire, ça n'existait pas, maintenant ça existe, c'est très bien. Et puis le troisième élément, c'est aussi une question d'adéquation financière aussi. C'est est-ce que ça correspond à la réalité de la valorisation de l'entreprise, etc. Donc, j'ai toujours été dans l'idée de ne jamais fermer les portes, mais encore une fois, je suis pas certain que ce soit l'enjeu d'aujourd'hui. Mais bien sûr, en fait, chaque startup se dit, bah, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que je suis racheté ou pas? Est-ce que je suis prêt à lâcher le bébé ou pas? C'est des questions que tu te poses. Donc oui, à terme, si on devient, tu vois, si on arrive à exécuter notre vision, potentiellement, why not? Est-ce que dans l'autre sens, vous commencez peut-être à regarder d'autres projets émergents qui viennent un petit peu sur les mêmes thématiques que vous, dans la continuité de ce que vous faites, et pour vous projeter? Parce que ça, c'est une thématique qui est venue sur le podcast en fait très rapidement, parce que j'ai eu la chance d'échanger avec Benjamin Benamou de Résilience.care. Et bon, forcément, eux, ils ont fait très fort. Ils rachètent ils rachètent Better Eyes Better Eyes Tech au bout direct, ouais. de 7 mois. Bon, ils arrivent avec sûrement une manne financière un petit peu plus importante que la plupart des start-upers.
Mais voilà, c'est juste pour Non, savoir mais c'est en fait si pour être transparent avec toi, bah, tu vois quand tu as la vision de te dire demain on veut construire un acteur incontournable sur la donnée patient non structurée, ça sous-entend qu'en fait il y a des sources qui sont déjà exploitées par d'autres qui sont sur des niches, donc qui sont des plus petites structures qui sont spécialisées sur une niche, qui développent une technologie qui est plutôt intéressante, etc. Donc oui, on regarde. Alors je te dis tout de suite, hein, dans l'année qui suit, a priori, tu vas pas entendre que Capcode a racheté une boîte. Enfin, en tout cas, je serai le premier surpris. Mais oui, on regarde forcément parce qu'encore une fois, en fait, c'est toujours plus intéressant. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. C'est toujours de plus intéressant Moi, je crois beaucoup en la croissance externe. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus. On pourrait recréer la roue. Mais est-ce que ça serait pas bien quand même de commencer à s'allier au lieu de recréer chacun sa roue et de se dire bah ma roue elle est beaucoup plus belle parce elle a telle jante, etc. Est-ce que c'est pas plus pertinent de se dire bah on va s'allier et on va travailler ensemble? Après ce serait facile de dire ça si c'est moi, enfin tu vois c'est Capcode qui c'est toi rachète qui une rachète. structure, c'est beaucoup plus facile de dire ça, mais à mon avis il y a vraiment un modèle en toute intelligence à créer autour de ces sujets-là parce que encore une fois l'émergence et je pense que l'ensemble des startups a la même vision, c'est-à-dire que on veut tous l'émergence d'une filière health tech performante et qui a un impact sur la réalité de la prise en charge médicale. Mais quand on regarde la structuration de l'ensemble des marchés économiques, dans l'histoire, ils ont tous à peu près eu le même pattern, la même évolution, et c'est par l'émergence de structures avec des Très intéressant. fusions-acquisitions. Très intéressant ce que tu abordes, parce que justement, c'était ce que disait un petit peu Benamou, c'est que ce que tu voyais dans la tech il y a 10-20 ans, tu peux observer, tu peux savoir ce qui va se passer dans la santé très bientôt. Donc en effet, c'est vrai on peut s'appuyer sur le passé pour voir le futur. Et tu as dit quelque chose de très intéressant, tu as dit, voilà, ça serait une grande surprise sur 2022 si Capcode rachetait une boîte. Ma question, elle est simple, quelle était du coup la plus grosse surprise 2021? Ah, très bonne. Bah, c'est bien parce que pas pareil, on n'a pas préparé préparé la question. Mais ce que j'aime bien dans ce format-là, hein, c'est le côté discussion et questions-réponses. Euh, la plus grande surprise 2021, très bon point. Bah, je dirais. Tu vois, alors je vais donner j'ai la réponse. Après réflexion, j'ai la réponse. Donc, n'hésite pas à couper mes moments de réflexion absolument inintéressants Non, intellectuellement. je voyais que Elon Musk il mettait des blancs de 15 secondes avec Alex Friedman, donc non, il Ouais, n'y a pas de blanc. donc ça va. Non, en fait, en fait, en 2020, pendant le Covid, on a créé on a coporté avec d'autres acteurs et tu peux regarder sur internet, tu verras qu'en fait c'est un écosystème assez large, donc on a un peu plus d'une vingtaine de contributeurs. On a créé une initiative open research qui s'appelle Epilogue, qui était destinée à trois choses déjà: évaluer et centraliser l'open data autour de la Covid-19. Donc je dis la Covid-19 pour respecter les standards de l'Académie française, mais je ne rentrerai pas dans ce débat linguistique qui n'a aucun sens, mais voilà. Donc on a beaucoup travaillé sur la structuration et l'identification des données, parce que là aujourd'hui, tu vois, tu prends Guillaume Rosier, etc., tu as plein de données sur l'hospitalisation, les réanimations, etc. Au tout début de l'épidémie, on avait tous des super courbes de cas, notamment avec le travail extraordinaire qui a été fait par les universités de Johns Hopkins. Mais les courbes de cas, ça a un intérêt médical très limité, à part de se dire, enfin, tu vois, il y a des calculs épidémiologiques très simples qu'on peut mettre en place. Il y a d'autres données, tu vois, typiquement sur la comorbidité qui étaient disponibles mais qui étaient peu exploitées. C'est ça, Bah, c'est celle que je rêve de voir moi, parce que c'est ouais, celle sur laquelle on n'a pas accès, mais je rêve juste de voir, voilà, ok d'accord, bon il y a ça, il y a le nombre de cas, il y a le nombre de réanimations, mais dites-moi quel est l'âge des patients en réanimation, quelles sont les ouais. comorbidités des gens en réanimation, et ça clarifierait tout. Oui, oui, On voit en pas fait, si c'est. et aujourd'hui, là pour le coup, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Je trouve que le travail qui a été effectué par Santé publique France dans des temps records, il est assez extraordinaire. Et quand tu regardes le rapport Botorel sur la mise à disposition de données ouvertes par les institutions au niveau européen, c'est une référence en fait, ce qui a été fait en termes de données de santé et de mise à disposition dans un temps court et pour une organisation pas facile à mettre en place. Donc vraiment assez extraordinaire. Ce côté, on fait beaucoup de French bashing, mais le côté French touch, il est vraiment intéressant sur ce point-là. Donc il y avait cette volonté de structurer la donnée.
il y a le deuxième volonté qui était de participer à la lutte contre la désinformation, donc de relayer toutes les initiatives autour de la désinformation et tous les debunkings qui ont été faits par différents médias. Et puis il y avait en fait la mise à disposition de nos données et le croisement avec d'autres typologies de données. Et donc on a créé par exemple une base de connaissances avec les équipes de Microsoft, intégrant les données des cas, les données des réseaux sociaux, les données de recherche autour du Covid sur Bing, etc. Et en fait, ce travail-là, jusqu'à maintenant, tous les trimestres, on met à disposition en open des études, etc. Donc dans la dernière, j'ai peut-être fait une bêtise de communication, je crois qu'elle va être mise à disposition la semaine prochaine, mais dans la dernière et autour du Covid long. Ok. Euh, et en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a été comment dire, on a été invité par Santé publique France pour parler de nos usages, de comment on peut traiter de la donnée dans les journées de la santé publique qui sont organisées par SPF chaque année. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, c'était une surprise dans le sens où euh, c'est une certaine valorisation de cette activité-là d'open research par les autorités. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, quand je parlais d'acceptabilité, en fait, derrière, c'est l'enjeu de crédibilité qu'on joue à travers cette acceptabilité. Et c'était une bonne surprise parce que on pensait pas, alors même si on a travaillé avec Santé publique France sur d'autres sujets l'année d'avant, toujours autour du Covid, mais sur d'autres sujets, le fait d'avoir cette approche multisource, de s'intéresser de manière transverse à la donnée, c'est quelque chose qui était très pertinent pour les autorités. C'était une bonne surprise de se dire qu'on était, au même titre que d'autres qui étaient interrogés à cette journée-là, qui étaient intervenus, d'avoir une vision en fait un peu innovante de la structuration de la donnée, etc. Ok, d'accord. Et allez, la dernière question du podcast, en mode tu t'y attends, c'est très classique dans ce genre de podcast. Est-ce que tu la devines? Bah écoute, ça dépend. Est-ce que c'est les 3 trucs à faire, 3 trucs à pas faire? Non, c'est pas ça. Non, bah voilà, c'est quasiment pareil. C'est plutôt un conseil concret pour ceux qui entreprennent dans la health tech. Et j'insiste toujours sur concret. Et c'est vrai que c'est pas facile. Justement, je te disais tout à l'heure, j'ai écouté Kevin Systrom de Instagram. Et pour moi, il a donné le meilleur conseil que j'ai jamais entendu sur cette question-là. Il a dit que il fallait faire quelque chose qui te fasse kiffer. Et que même si tu te plantes, au moins tu te dises, voilà, je me suis vraiment amusé. Ah, Voilà. mais c'est vrai, enfin vraiment, moi, je plus vois cette perception-là. Bah moi, je vais te dire 2 choses très concrètes au lieu d'une, tu vois. Mais bon, ça sera beaucoup moins intéressant que l'exemple que tu viens de me citer. Mais en fait, la première chose, c'est vous avez une idée, parlez-en. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est en fait, il faut en parler parce que la réalité, c'est que c'est comme je disais sur la vision de CapCode qui a évolué au fur et à mesure. La réalité de la pertinence d'une idée, elle est sur l'enrichissement de cette idée, la perception externe que peut avoir cette idée, et l'enrichissement que tu peux avoir. Donc vraiment, quand vous avez une idée, à part si c'est un élément révolutionnaire, tu vois, technique ou Ou une qui mérite un innovation brevet ou quelque chose technique, comme ça, ouais. brevetable, etc. Là, oui, je pense qu'il y a une notion de confidentialité à prendre en compte, mais en général, et c'est généralement ce genre de cas, c'est peut-être 10, 15, 20% des innovations par an. Donc, en général, vous êtes dans les 80%, c'est des innovations d'usage, pas des innovations de rupture. Parlez-en, c'est ce qui va faire que votre idée sera enrichie et donc qui sera mieux amenée en termes d'exécution. Et puis la deuxième chose, qui est quelque chose que je trouve très bête, mais qui est encore pas forcément, et on est les premiers à avoir fait ces erreurs-là, c'est parler avec vos clients. En fait, juste au-delà de parler avec des gens, parler avec vos utilisateurs finaux, que ce soit un patient, un aidant, un professionnel de santé. Sortez du bureau, sortez de vos super PowerPoint et allez rencontrer ces gens-là. Allez voir est-ce que la vie que vous imaginez de ces gens-là au quotidien, ça correspond bien à la réalité de leur vie au quotidien et adaptez à ce qu'ils vous disent. Parce que la réalité, c'est que l'usage, c'est ce qui va faire la pérennité ou pas d'une startup. Et l'usage, il n'est amené que s'il correspond à la réalité du comportement des patients, des professionnels de santé ou des aidants. Ça pourrait faire l'objet d'un épisode complet justement là-dessus sur comment récupérer du feedback client, patient, Ouais, utilisateur. non, mais ça, c'est vraiment, en fait, c'est encore plus, je trouve, après, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais c'est encore plus le cas quand tu as beaucoup d'expérience dans un secteur. Quand tu as beaucoup d'expérience dans un secteur, tu es certain d'avoir tout compris, de bien connaître le patient, de bien connaître le professionnel de santé, de bien connaître les dents, etc. Et donc, tu as tendance à se dire, bah, la solution que j'imagine, c'est exactement ce qui est attendu. Sauf que prendre, en fait, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une semaine, 2 semaines, ça te permettra de gagner des mois derrière s'il y a un décalage entre ce que tu imagines et ce qui est attendu.
Complètement. En tout cas, vraiment merci beaucoup Adèle. C'était un épisode incroyable. Là. Il est vraiment extrêmement riche. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. On va suivre ce que vous faites avec grande attention. Et Avec puis plaisir. bravo déjà, hein. Bravo pour ce que tu as fait et puis bravo pour ce que vous allez faire dans le futur. Merci beaucoup et encore merci pour l'invitation.